Bonjour à tous, je suis Nathalie et je vais animer la prochaine table ronde, ce temps fort de ces journées innovation et numérique responsable. Je vais vous demander de vous installer pour qu'on puisse démarrer cette table ronde qui a en effet pris un peu de retard, mais on va être tout aussi intéressant, peut-être en plus condensé. On va essayer. Je vous laisse vous installer. Notre enjeu sur cette table ronde expérience, c'est de passer maintenant de ce qu'on a appris ce matin ou compris ce matin sur les enjeux du numérique responsable. Les acteurs de cette table ronde sont évidemment des acteurs qui ont compris tout ça et qui ont accepté, je ne suis pas très sûre, mais en tout cas qui ont clairement ne sont pas dans le déni sur ce sujet-là et ont carrément acté et fait et font du numérique responsable dans leurs organisations. Et on va justement comprendre quand même avec eux ce qui est peut-être compliqué pour s'y mettre, ce qui est facile pour s'y mettre. Et on va surtout avoir des retours d'expérience dans le faire qui nous permet justement peut-être pour vous, qui allez les écouter, de basculer sur maintenant on a compris, on y va, on fait du numérique responsable. Donc je vais vous demander d'accueillir sur cette table ronde Yann Pennec, directeur de la section numérique de la région Nouvelle-Aquitaine, Bella Lotto-Ifler, qui est formatrice et créatrice du Point de Mire, et Sébastien Repetto, qui est, on va dire, créateur aussi, et directeur aujourd'hui de sa structure, qui est une agence digitale qui s'appelle My Destination, qui est à Bordeaux. Première question sur cet enjeu. Vous avez vu que c'était dense et complet, le numérique responsable. Tous les intervenants de la conférence Le Monde vous l'ont bien détaillé et ont pris quelques positions aussi sur ce sujet-là. On ne va pas refaire le sujet de ce matin. On va commencer vraiment à répondre à cette question du comment faire. On va peut-être commencer par Bella sur une question déjà toute simple qui est pour faire du numérique responsable, il faut être un peu formé, sûrement formé. Du coup, comment on forme à faire et à acter vers du numérique responsable? Arnaud, tu veux répondre? Bonjour à tous, excusez-moi cette familiarité soudaine, mais c'était juste que j'ai l'honneur de voir dans l'Assemblée des personnes qui ont subi ou subi en tout cas les formations qui étaient données dans le cadre des ambassadeurs. Un cursus particulier, peut-être qu'Arnaud pourra nous en dire un petit mot d'ailleurs à l'occasion. Brief qui était dans le coin tout à l'heure. La réponse, c'était quoi la question en fait? J'ai oublié. Comment on forme justement les personnes qui vont acter pour le numérique responsable? En fait, j'ai absolument aucune réponse à te donner, Nathalie. Non, juste pour dire simplement que j'avais assez envie de rebondir tout à l'heure sur ce qui était dit sur la formation. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez complexe parce que la formation, elle a lieu à tous les étages. Moi, par exemple, de mon côté, au niveau de l'association que je coordonne, dont je coordonne les actions, et puis le centre de formation dans lequel j'ai le plaisir d'être formatrice, en fait, on se rend compte que c'est vraiment à tous les âges, tous les étages, et qu'il faut de préférence pas attendre 18 ans pour aller œuvrer là-dessus. Donc pas attendre la formation professionnelle, il faut absolument arriver à ce qu'on va faire d'ailleurs dans le cadre aussi des hors les murs cet après-midi et demain, c'est-à-dire aller voir les primaires avant la bascule du smartphone. Donc idéalement, en fait, avoir des esprits encore sains dans un corps sain, à savoir qui n'ont pas encore la pratique numérique quotidienne intense qu'on peut avoir, vous et moi, plus ou moins intense. Sinon, pour en revenir à la formation en tant que telle, c'est vrai que pour moi, il est très important que la formation, c'est très nettement autre chose que de l'information. Pour moi, c'est extrêmement important de le souligner. Et ça ne saurait en aucun cas, par exemple, être la même chose qu'un MOOC qu'a signalé Vincent avec raison, puisque c'est très intéressant. Mais c'est quelque chose qui est un réel partage avec des gens. Alors, on n'a pas forcément la possibilité de le faire quand on est en visioconférence, ce qui nous arrive depuis quelques mois, hélas.
La formation, pour moi, c'est vraiment du live, c'est du en chair et en os. Hein, c'est un nouveau label, ça, en chair et en os. Et ce qui est important, c'est vraiment qu'il y ait des échanges et que les participants à des formations comme ça puissent autant parler de leur inquiétude que de leurs inspirations. Et de la même chose pour le formateur ou la formatrice, c'est-à-dire on n'a pas de certitude, et encore moins sur ce sujet-là, mais qu'on puisse effectivement évoquer vraiment les doutes. Moi, je trouve que le doute, c'est extraordinaire, parce que ça nous permet vraiment d'avancer. Après, c'est vrai que ça peut pétrifier. Alors souvent, la demi-journée que je fais sur les 2 jours, elle est un peu pétrifiante. Enfin, en gros, elle n'est pas très sympa, quoi. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est la mise un peu... voilà, l'état des lieux de la maison détruite, en gros, quelque part. Mais en même temps, ça donne, et c'est ça, je pense, l'enjeu d'une formation, c'est de ressortir avec... j'espère que je ne parle pas trop fort, parce que... Non, c'est bon. Ouais, de ressortir... avec une hiérarchie dans la tête, c'est-à-dire se rendre compte qu'en fait, on a enfin compris, bon, certes, tout pollue, etc., bon, ça on le sait, le simple fait d'être là, de parler, de respirer, ça pollue, mais de se dire que dans le cadre du numérique, qui est effectivement des enjeux, enfin, de ne pas se tromper d'ennemi, en quelque sorte. Donc, si on sort d'une formation en se disant, ben voilà, moi j'ai vraiment bien pigé que effectivement la problématique des mails, elle est très, très, très infime, même s'il y a un impact évidemment, et qu'on a bien compris que la problématique des ressources abiotiques, c'était vraiment le vrai sujet. Et je la mettrais même bien au-delà de la problématique dite CO2. Si on a compris cette hiérarchie, c'est-à-dire quelles sont vraiment les actions qu'il faut faire en premier, même si ce n'est pas les plus faciles. Manque de bol, la première grande action, c'est celle qui est la plus compliquée à mettre en place. Alors, c'est très, très embêtant, mais c'est comme ça. Le truc le plus facile, par exemple, l'allongement de la durée de vie des terminaux, c'est effectivement le truc absolument number one, mais en même temps, c'est le truc le plus galère à mettre en place, clairement, quoi. Je pense qu'une erreur dans une formation, ce serait de dire que les choses sont faciles. Par contre, on peut le dire avec le sourire, on peut le dire de manière inspirante, et du coup, ça passera mieux. Mais en tout cas, voilà. Donc, les enjeux, vraiment, je pense qu'il y en a 2 par rapport à la formation. C'est d'arriver à ce que des participants de ces sessions-là sortent avec vraiment une hiérarchisation des choses à faire, et puis, enfin en tout cas qui seraient idéales à mettre en place, et deuxièmement, à se dire aussi, j'ai pigé, j'ai compris un truc fondamental, c'est qu'il n'y a pas que le CO2 dans la vie. Alors je dis ça volontairement de manière provocatrice, mais je pense que c'est très très important de se dire qu'on a plein d'indicateurs, et même encore ce matin, avec des gens très éclairés, qui avaient d'une très très belle hauteur de vue, je me suis aperçue quand même qu'on parlait vachement de carbone, et beaucoup trop à mon goût, parce que je pense que l'essentiel est ailleurs, et très nettement ailleurs. Donc évidemment qu'il faut en parler, mais pas seulement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Super, oui, on a compris qu'en effet, il fallait commencer du plus petit au plus âgé et dans les structures, et ce n'est pas que de la formation professionnelle. On verra dans un autre temps, en effet, on reviendra à savoir si les gens formés par Bella Lotto ont acté après. On aura un petit retour d'expérience là-dessus, mais on va peut-être poser une question à Yann Pennec sur une structure comme la région Nouvelle-Aquitaine. Déjà, il y a 2 enjeux, il y a l'interne et les accompagnements qu'on peut faire avec le territoire. Du coup, est-ce qu'on commence vraiment par la formation, et est-ce que c'est ça qui est le premier acte pour le numérique responsable quand on a choisi de porter une feuille de route numérique responsable comme à la région Nouvelle-Aquitaine ? Peut-être que ça marche maintenant, effectivement. Pour rejoindre les propos de Bella, concrètement, on est bien dans un cheminement à la région. Un, 2. Là, ça marche. Il fonctionne. On peut considérer qu'on a comment. Je pense qu'on peut considérer que la région est entrée dans ce cheminement par une formation, c'est-à-dire qu'en réunissant plus de 400 scientifiques dans le cadre d'Acclimatera, la prise de conscience est vraiment apparue au fur et à mesure de l'avancée de leurs travaux.
au cours des années 2017-2018, ce qui a débouché en 2019 sur une feuille de route votée à l'unanimité par l'ensemble des élus régionaux qu'on appelle Néoterra. Néoterra, c'est quoi? C'est l'accompagnement de l'ensemble des acteurs du territoire de Nouvelle-Aquitaine dans cette transition nécessaire. Et on est dans une logique d'accompagnement à horizon 2030. Et l'objectif, c'est d'emmener, dans le cadre de l'ensemble des politiques finalement régionales, les acteurs du territoire à cette prise de conscience et à cette évolution des usages, des pratiques, des modes de production, etc. Dans le cadre du numérique, on a aussi mené cette réflexion un peu plus poussée, toujours dans la même logique de politique régionale, c'est-à-dire en associant au maximum les différents acteurs, en premier lieu desquels les représentants de la filière numérique, donc les clusters, de façon à élaborer une feuille de route. Donc on est bien en mode cheminement et apprentissage collectif. Et cette feuille de route numérique responsable, elle a été votée en 2020. Et concrètement, aujourd'hui, on est dans la mise en œuvre. Et effectivement, dans la mise en œuvre, il y a l'objet formation qui est primordial. Concrètement, il y a une formation financée par la région auprès des acteurs de la région, des différentes directions potentiellement impliquées, mais aussi du reste du territoire, des ambassadeurs du numérique responsable. Et effectivement, de ce que disait Bella Évray, c'est-à-dire que c'est un cheminement, mais il n'y a pas un chemin. C'est-à-dire que la formation, c'est pas petit A, tu commences par ceci, petit B, tu commences par cela, parce que toutes les organisations sont différentes, bien évidemment. Les modes de gouvernance sont différents. Et pour ce type de projet-là qui implique ce que vous disiez, le numérique responsable, c'est pas seulement la sobriété numérique, c'est pas seulement l'économie circulaire des équipements, c'est l'ensemble des données, c'est tous les autres aspects du numérique responsable. Et bien, concrètement, pour être efficace, il faut avoir une stratégie du petit pas avec la vision long terme qui nous est donnée par nos élus, mais il faut qu'on avance petit pas par petit pas selon les domaines et surtout avec les acteurs et pas en mode coercitif et normatif, etc. Je pense que en faisant ça, de toute façon, on se prépare collectivement à des choses qui vont relever de cet ordre-là dans les années qui viennent. Et que la marche sera d'autant plus difficile à franchir si on ne s'y prépare pas, si on ne s'acculture pas, si concrètement on ne met pas en place déjà les premières opérations avec toujours cet objectif de moyen long terme. Mais véritablement, concrètement, depuis Néoterra, on met en place des dispositifs d'aide auprès des entreprises de la filière numérique pour porter des projets numériques à impact positif. Ça s'appelle Proto-Impact, c'est tout simple, et c'est concrètement aider les acteurs de la filière à proposer des projets numériques, mais au service de cette transition, de ces transitions d'ailleurs. Mais c'est aussi des soutiens aux projets open source, en logiciel libre, parce qu'on est bien dans cette logique d'interopérabilité, d'accessibilité, d'ouverture. Ça, c'est toute la politique extérieure menée typiquement avec Tiffaine Bichot du CIRPIN, mais aussi Digital Aquitaine, Alyptic, les différentes associations du numérique dans la région, parce qu'il y a aussi cette logique pour ces entreprises-là et ces chefs d'entreprise d'attractivité des talents. Et concrètement, c'est bien à la fois un futur objet de compétitivité des uns et des autres face à des clients, montrer qu'on a intégré cette dimension-là, mais c'est aussi donner du sens à ces futurs recrues, à ces futurs salariés qui aujourd'hui ont le choix finalement de l'entreprise pour laquelle ils peuvent travailler quand ils sont experts dans leur domaine et sur ces métiers-là, il y a une vraie tension. Et concrètement, au-delà du salaire, au-delà du lieu de l'entreprise, il y a tout le message et le sens qui est donné dans l'action de l'entreprise. Et cette dimension du numérique responsable, elle a dès aujourd'hui une importance pour les futurs salariés, les jeunes notamment, mais ça va être croissant. Ça va être croissant, donc il y a une vraie prise de conscience. L'idée, c'est pas de faire n'importe quoi du jour au lendemain, c'est bien de cheminer. Il n'y a pas un chemin. Et pour ce qui nous concerne, nous aussi à la région, au-delà des politiques régionales qui ont évolué sur le sujet, on mène aussi, parce que ça a été dit tout à l'heure, on se doit d'être exemplaire en la matière et on se confronte aux mêmes logiques de changement de pratique, changement de mode de fonctionnement. Alors évidemment, il faut le faire intelligemment et pas
en cassant le passé, mais en se projetant sur l'avenir, comment on peut à l'avenir faire évoluer ces modes d'achat, comment à l'avenir on peut intégrer tel ou tel article dans nos différents marchés, comment à l'avenir on pense notre parc informatique pour les plus de 300 lycées qu'il y a dans la région intelligemment, nos propres équipements à nous, région. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie dynamique à enclencher. C'est faux de dire que ça se fait du jour au lendemain et facilement, parce que c'est logique que concrètement, bouger une organisation sur ces sujets-là, c'est pas simple. Et donc, il faut trouver au sein de sa propre organisation le bon levier de gouvernance de la démarche. Et en ce qui nous concerne, on a des élus, pour le coup, qui ne sont pas experts, hein, on en a entendu tout à l'heure, mais qui ont une vision et qui peuvent impulser, enclencher et fixer peut-être aussi des échéances à moyen terme pour que voilà, concrètement ça évolue. 1, 2, 1, 2, oui, c'est bon. En effet, donc on comprend qu'on n'y va pas par un chemin, il faut y aller un peu de front et commencer en effet en écoutant comment fonctionne sa structure, que ce soit pour l'extérieur ou pour sa propre structure, comme vous dites, pour être exemplaire aussi en tant que structure qui a beaucoup de matériel. Donc ça, c'est intéressant de voir comment peut fonctionner une gouvernance avec des élus. Et en effet, il faut plutôt écrire une feuille de route, a priori. Ça aide beaucoup à acter. Et après, engager tout le monde dans le cheminement. Du coup, je me retourne vers Sébastien Repetto de My Destination, qui est dans le sujet, puisque c'est une agence digitale, qui est plutôt côté privé avec des clients. Et du coup, est-ce que c'est la même chose? On se retrouve à peu près sur la même chose quand on veut faire du numérique responsable, quand on est My Destination avec ses clients. Comment on s'y prend? C'est pareil, il y a eu de la formation, il y a eu une décision à un moment donné de toute l'équipe. Comment ça s'est passé? D'acter, peut-être expliquer ce que vous avez fait avec My Destination et l'agence d'attractivité départementale du 64, entre autres, parce qu'il y a d'autres clients qui ont travaillé avec vous sur vos sujets numériques responsables. Donc déjà, peut-être expliquer cette action numérique responsable et voir un peu comment c'est arrivé et c'est né dans une structure privée, parce que c'est hyper intéressant de voir comment ça peut arriver sur une structure publique, mais en plus, dans une structure privée, ça peut être chouette d'avoir ces informations-là. Oui, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous et c'est vrai que les échanges sont riches et passionnants depuis ce matin. Quelques éléments de contexte peut-être pour comprendre un petit peu notre démarche. Donc moi, je suis donc directeur et fondateur d'une agence de communication numérique spécialisée à la fois dans les réseaux sociaux et dans la communication touristique. Donc en fait, nos clients sont des OGD, donc des organismes de gestion des destinations, à échelle régionale, départementale, office de tourisme, et on travaille principalement avec des destinations touristiques françaises. Ce qui nous a amené vers le numérique responsable, c'est, on résume un petit peu notre démarche en 2 mots. C'est déjà le fait d'être conscient et le fait d'être utile, et la volonté d'être utile. Être conscient, c'est être conscient de l'impact de notre industrie, qui nous, notre industrie est l'industrie touristique, et de ces impacts à la fois positifs et négatifs. Les impacts positifs, ils sont économiques, c'est la rencontre entre des gens, entre des accueillants, des visiteurs, et tout ça, c'est des choses qui pour nous paraissent particulièrement importantes, intéressantes, et on veut travailler dans ce sens, donc on répond à des stratégies touristiques. Mais c'est aussi être conscient des enjeux, notamment environnementaux, du tourisme. L'ADEME vient de sortir une étude qui fait le bilan carbone de l'industrie touristique. On se rend compte que notamment les modes de déplacement sont finalement les plus impactants dans le parcours du voyageur. Et donc c'est avoir conscience de tout ça et essayer de trouver les solutions en fait, qu'on peut proposer, notamment grâce aux outils. Et pour nous, le numérique, le numérique, ça reste avant tout un outil, un formidable outil qui doit nous permettre effectivement de valoriser les engagements des destinations. Et effectivement, on s'est lancé dans cette démarche autour du numérique responsable, mais pas que. C'est-à-dire qu'avant tout, il s'agit de travailler avec des gens qui ont, avec des territoires qui sont déjà engagés dans une démarche de tourisme responsable. Et ensuite, de venir utiliser les réseaux sociaux, ces outils, pour venir valoriser en fait ces engagements et ainsi de valoriser auprès du grand public de l'engagement concret et de rentrer en fait dans un cercle vertueux, en fait, de valoriser le positif et de rentrer dans un cercle vertueux.
Du coup, cette démarche-là, on l'a lancée avec 3 territoires pilotes, dont effectivement l'ADT 64, qui nous a donné un petit peu carte blanche sur le sujet. Et c'est rare et précieux de travailler avec des partenaires de ce type. Et globalement, ce qu'on met en place avec eux, c'est à la fois comprendre d'où vient la pollution numérique de notre action. Et ça, on s'appuie notamment sur les travaux du Shift Project qui nous ont permis de poser des coefficients sur un certain nombre d'actions numériques et de prise de parole sur les réseaux sociaux. Et suite à ces coefficients, d'identifier un petit peu des actions plus ou moins vertueuses et plus ou moins positives d'un point de vue numérique. Mais par contre, c'est important pour nous de lier ces actions de l'ordre des émissions de CO2 du numérique à ce qui est notre cœur de métier, à savoir répondre à la stratégie touristique, être utile donc pour les destinations touristiques, mais aussi s'assurer effectivement qu'on va être dans de la valorisation donc d'une offre suffisamment touristique, suffisamment engagée, et on va jusqu'à finalement créer de nouveaux indicateurs où on va venir mixer à la fois cette pollution numérique, mais aussi le niveau d'engagement de la prise de parole, mais aussi est-ce que ça répond à la stratégie touristique de la destination, et bien évidemment on reste des communicants sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on a eu une efficacité sur les réseaux sociaux, et finalement on va venir faire une moyenne de ces 4 indicateurs pour avoir un indicateur qu'on a nommé de l'efficience, et on va venir analyser chacune de nos prises de parole et considérer, voir si on est dans l'efficience ou pas. Donc on n'est pas dans la question de la pollution numérique seule, on essaye de la prendre en compte, mais on la prend en compte dans sa globalité. Et du coup, c'est c'est une méthode que vous aviez récupérée ou vous avez inventé cette façon de checker et de regarder l'impact de la démarche numérique en numérique responsable? C'est vous qui l'avez créée, cette méthode? Oui, tout à fait. En fait, on s'est auto-formé énormément. On a aussi donc Marie qui est dans la salle, qui est en charge de ce projet depuis un an, qui a été formée avec Bella notamment. Et suite à nos recherches, à nos réflexions, on est arrivé à la création de cet indicateur qu'on teste donc avec des territoires pilotes et donc notamment avec la DT64. Et du coup, est-ce que c'est facile d'embarquer des clients sur ce sujet? Parce que du coup, il faut quand même des clients pour pouvoir pratiquer. Est-ce que c'est assez facile? Alors, vous disiez qu'a priori, la DT64 était plutôt carte blanche, vous avez laissé carte blanche sur le sujet, mais est-ce que c'est quelque chose que vous proposez à tous vos autres clients ou c'est un peu spécifique? On l'a proposé à l'ensemble de nos clients, mais malgré tout, c'est important d'avoir cette démarche avec des acteurs qui sont déjà engagés dans une démarche de tourisme responsable. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Donc on a eu des retours assez positifs, et puis finalement, ceux qui se sont engagés à nos côtés, c'est ceux qui étaient finalement déjà assez engagés sur le sujet. L'Office de tourisme de Bordeaux aussi, et territoire pilote de notre démarche, ainsi que le CRT Bourgogne-Franche-Comté, qui est aussi intéressé par ces actions-là. Et ça a été assez facile de les embarquer, mais après on n'a pas le même niveau d'intervention pour chacun d'entre eux. Au niveau de l'ADT, quand je dis qu'on a carte blanche, c'est qu'on a aussi la main sur les réseaux, donc on peut être vraiment dans une approche de test and learn et de revoir au fur et à mesure. On teste des choses, on voit comment ça fonctionne. Avec l'Office de Bordeaux, on est plutôt dans de l'accompagnement d'une équipe en interne, donc c'est une autre façon. En fait, on a vraiment des méthodologies différentes par chacun de ces territoires pilotes. Et donc du coup, on essaye d'apprendre en même temps qu'on fait, et de voir qu'est-ce qui peut s'avérer être le plus pertinent et le plus efficace. Et un exemple concret, qu'est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été changées sur la façon de faire de la publicité tourisme durable sur les réseaux? Quelle est la première chose où vous avez passé des messages? Quelle est la première action qui a été réellement faite dans cette démarche? Au niveau de l'ADT64, on est à quasiment 100% des prises de parole sur les réseaux sociaux qui intègrent de la sensibilisation autour du tourisme responsable. Donc soit on est sur de la valorisation d'acteurs engagés, soit on valorise des éco-gestes, mais on essaye toujours qu'il y ait une part d'engagement, de responsabilité dans les prises de parole. Et ça, c'est 100% des prises de parole. Si vous regardez page Facebook, compte Twitter, Pays Basque Tourisme, Berne-Pyrénées, tourisme, vous aurez toujours une dimension de sensibilisation qui sera présente dans les prises de parole. Ça, c'est du concret. Et aussi sur du numérique responsable? Est-ce que pour les clients, en tout cas les voyageurs, est-ce que vous leur passez des éco-gestes, vous leur donnez des éco-gestes numériques responsables?
Ça, on va dire que c'est l'étape d'après. Et déjà, sensibiliser les professionnels au sujet, c'est déjà une première étape. Alors, sensibiliser le grand public, je pense que là, on rentre encore dans une autre étape intéressante. On essaye de faire passer des messages. Mais en tout cas, on doit pouvoir faire des choses. Nous, on considère qu'à l'échelle de notre structure, on est une petite agence. Et à l'échelle de notre agence, on fait 252 millions d'impressions de messages par an. Donc on veut utiliser ces 252 millions d'occasions de faire passer des messages qui incitent les gens à effectivement s'engager. Ok, merci. On fera un petit retour sur l'équipe et comment ça fonctionne un peu en interne pour savoir comment vous engagez toute votre équipe. Je me retourne vers Yann pour demander un peu ce petit nœud comment on amène toutes ces équipes à acter vers du numérique responsable. Est-ce que c'est facile ? Est-ce que il y a des freins? Est-ce qu'on peut avoir des retours d'expérience sur comment on engage ces équipes à faire du numérique responsable? Concrètement, dans mon équipe, finalement, les personnes sont vraiment actrices et se sont auto-mobilisées. J'ai pas eu... Combien de personnes, Yann, dans votre équipe? 20 et quelques autour du site de Bordeaux, de Limoges, de Poitiers, d'Angoulême et Niort. La thématique couverte par la délégation numérique, c'est l'aménagement numérique du territoire, le déploiement de la fibre, le réseau des tiers-lieux, des projets de télémédecine, et puis tout ce qui concerne l'économie numérique, donc la filière en tant que telle, mais aussi la transformation numérique des autres acteurs économiques du territoire. Et donc voilà, les équipes sont organisées sur ces deux grands objectifs, avec des dispositifs d'aide. Et concrètement, là, ce qui est poussé par les équipes, c'est, on en a entendu parler tout à l'heure, c'est mieux faire connaître les différents acteurs de la filière qui peuvent agir sur le numérique responsable. La région a adhéré à l'INR, typiquement. Institut numérique responsable. Institut du numérique responsable. Donc nos équipes se forment au sein de formations menées par l'INR et Bella est une des intervenantes. Il y a cette volonté de mieux articuler les différents acteurs de cette chaîne de valeur à l'échelon du territoire. On a parlé d'éco-micro, il y a les ateliers du bocage qui sont un vrai acteur de l'ESS autour de Poitiers qui typiquement est un très très gros prestataire de l'opérateur Orange sur le reconditionnement de téléphones portables. Il y a cette volonté de fédérer, d'accélérer aussi sur le volet recherche. Concrètement, on parle d'indicateurs, de mesures d'impact. Il y a des très très grandes marges de progression à avoir sur ce domaine-là. Quand on mène une politique publique, on est obligé d'avoir un diagnostic, un instant T, et essayer de mesurer les effets de la politique menée. Et aujourd'hui, sur le numérique, c'est quand même assez compliqué de mesurer l'impact négatif, mais notamment aussi pour les projets à impact positif. Donc voilà, concrètement, l'équipe de la délégation numérique sur le numérique responsable, elle est moteur, et ça rejaillit finalement sur les autres directions de l'administration, parce qu'on ne peut pas mener cette politique ambitieuse sans amener tout le monde, et notamment dans les pratiques internes. Et comme toute organisation, c'est pas forcément évident, parce que les objectifs politiques qu'on nous a confiés à nous, c'est justement d'amener les acteurs économiques dans cette ligne du numérique responsable. Un DSI, on lui demande de faire tourner le système d'information, et c'est ça l'important, et c'est ça l'urgence, et avec des enjeux qui sont très très importants et qu'on comprend très bien. Et donc la question, c'est de savoir comment on fait pour évoluer collectivement ensemble sur ce chemin-là, sans nous être les poils à gratter, et inversement, du coup, c'est à nous aussi de faire changer les priorités qu'on donne à d'autres directions. Et donc voilà, on fonctionne comme ça. C'est pas un long fleuve tranquille, et il faut le voir sur le moyen terme, parce que c'est pas du jour au lendemain, mais typiquement dans la DSI de la région, des personnes suivent ce cursus-là et donc perçoivent bien dans le quotidien de leur métier ce sur quoi ils peuvent agir et ce sur quoi c'est plus compliqué. Et à court, moyen terme, et sur des marchés qui sont parfois très longs, concrètement, ça ne sert à rien d'essayer de changer quelque chose qui nécessiterait une énergie folle pour des effets pas forcément mesurables à court terme. Donc voilà,
C'est une très bonne info, ça. C'est-à-dire que quand on veut faire du numérique responsable, il vaut mieux travailler à ce qu'on va faire pour le futur, en tout cas les choix, par exemple, d'achat ou d'acheter un logiciel qui sera dans du numérique responsable, mais on ne choisit pas de tout changer ce qu'on a déjà mis en place, en fait, c'est ça? Non, oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'effectivement, l'objectif premier, c'est que ça tourne. Voilà, donc comme les micros. Ce qui est logique. Donc, je pense que toute organisation est confrontée. On entendait le patron d'Oxbow tout à l'heure. Il l'indique lui-même. C'est pas la priorité tout de suite maintenant du groupe, mais ça le viendra. Typiquement, moi, je vois bien à l'avenir, dans les 5-10 ans qui viennent, l'aspect normatif qui va évoluer. Aujourd'hui, la région est observée par des opérateurs qui mesurent la santé financière des collectivités. Et donc, on a une notation qui permet de mesurer la bonne gestion de la collectivité sur le moyen long terme. Quand la recherche, les indicateurs, les bonnes pratiques seront davantage matures, on voit bien qu'on aura des exemples à suivre, parce que là, on n'a pas encore les belles histoires. En tout cas, on les perçoit, mais on est vraiment... Donc, oui, je vois bien le cheminement qui va s'accélérer de toute façon avec les autres. Et ça touche le numérique, mais ça touche toutes les politiques régionales. L'agriculture, l'industrie, la santé, enfin, ça touche vraiment l'ensemble de l'action régionale. Ok, merci. Et donc, du coup, Bella, est-ce que vos formés vous font des retours de leur mise en action? Est-ce qu'ils ont fait du numérique responsable depuis que vous les formez? Parce que ça, c'est il y a quelques années. Oui, c'est bon, le micro fonctionne. Est-ce que vous avez des retours? Alors c'est assez rare en fait, parce qu'on les perd un peu dans la nature, quoi. Ouais, c'est... Donc on ne fait pas du tout du Covid, là. Voilà. Donc c'est pas qu'on les perd un peu dans la nature, mais c'est simplement que effectivement, moi par exemple pour ma part, je fais de plus en plus de formations, donc il y a de plus en plus de gens et c'est tant mieux, c'est super. Alors parfois j'ai effectivement des retours. Alors là par exemple, grâce à Sébastien, pardon, parce qu'on vient de se rencontrer, donc c'est un peu récent, hein, désolé pour notre... Et grâce à Sébastien, j'ai un retour en quelque sorte via Marie qui travaille au sein et qui est vraiment chargée, tu l'as dit, de cette partie numérique responsable spécifiquement dans l'entreprise. Donc ça, c'est absolument génial. Je pense que c'est un des meilleurs retours dans le sens où se dire, ben voilà, peut s'incarner vraiment clairement dans le cadre d'un poste quelque chose de vraiment concret. Donc ça, c'est très, très intéressant. C'est extrêmement réjouissant. Après, effectivement, d'avoir des points. Alors j'ai bien noté, par exemple, la question qui avait été posée par Arnaud tout à l'heure. Je te sentais un petit peu impatient par rapport au fait que tu n'as peut-être pas eu, justement, dans le cadre non seulement de ma formation, mais la suite de ce que vous avez pu, ce qui a pu être délivré pour vous, c'était cette notion de solution, de trucs positifs. Et puis, j'ai envie de dire, purée, on aimerait bien. Voilà, ça c'est très méridional, désolé. Green by IT, fait tout ce qui est bien. Alors le problème aussi de cette remarque, que je comprends parfaitement, et on me l'a fait souvent, c'est qu'en fait, comme le dit très, très, très justement Françoise Berthoud, qui jusque-là a dirigé le Eco-Info du CNRS, donc le groupe de services sur une informatique plus responsable, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, depuis 15-17 ans à peu près, elle dit que c'est extrêmement difficile. Alors il ne s'agit pas de nier qu'il y a un Green by IT potentiel, bien sûr, mais elle a tendance à dire, et à bien nous dire, soyez prudents, on ne peut pas très facilement mesurer ce côté positif en question, qui avait été aussi évoqué par Yann. Ah oui, bon, je sais pas, il faut que je fasse des contorsions pas possibles. Ceci étant, voilà, donc on a quand même des choses, et cette question de on voudrait des solutions, en fait, ça revient toujours dans les formations, et c'est bien normal. Pour moi, très honnêtement, enfin, moi j'ai tendance à être assez transparente, honnête et cash pour le coup, c'est qu'effectivement, pour moi, il ne peut pas y avoir de solution. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des très bonnes initiatives, je nuance un peu pour ne pas effrayer,
il peut y avoir d'excellentes initiatives. Vous en avez plein dans les salles d'à côté, etc., en haut. Et puis, vous en connaissez. Vous avez déjà sans doute travaillé avec des gens très bien qui font des belles choses. Mais en termes de solutions, je pense que ça serait complètement... ça serait pas très juste de dire ça comme ça. Je pense qu'il vaut mieux parler d'initiatives intéressantes, d'initiatives... qui pourrait être positive, mais être très très prudent, parce qu'en fait, solution, c'est-à-dire qu'on a résolu le problème qui n'est absolument pas résolu, puisqu'on est carrément en retard sur le planning des accords de Paris et qu'on n'y sera absolument pas. Mais grosso modo, il faut qu'on puisse inclure, je pense, davantage dans les formations, effectivement, des points qui seraient plus réjouissants, histoire de vouloir avoir encore envie d'avancer, quoi. Ça, c'est vrai. Pour revenir sur les retours, effectivement... Là, je vais un petit peu anticiper, peut-être, ou je ne sais pas, c'est pas vraiment un retour, mais c'est une expérience que j'ai faite hier matin, avant de venir dans votre région. Et c'était un groupe de travail qui a eu lieu et que j'avais le plaisir de piloter pour le Conseil national le Centre national de la musique. Et donc, j'avais affaire à des acteurs de l'industrie de la musique, de la distribution musicale, que ce soit des majors ou des labels indépendants notamment, etc. Et en fait, on a parlé de formation, bien évidemment, on a parlé de plein de choses. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment un écueil monumental, ou en tout cas, et je pense que je ne suis pas sûre que ça a été prononcé ce matin, à moins que j'étais allée ailleurs pendant que ça a été dit, c'est possible. Mais je pense que la question quand même fondamentale derrière, et qui est un petit peu sous-tendue dans mes formations aussi, mais la question qui est fondamentale derrière cette histoire de cette question numérique plus responsable ou moins irresponsable, enfin comme vous voulez, c'est aussi que on ne se pose absolument pas assez la question de changer ce foutu modèle économique. Je suis désolée de le dire comme ça, mais franchement, il y a vraiment un problème, quoi. Et ça rejoint un petit peu l'intervention d'un monsieur qui était au 4e ou 5e rang, là, qui a dit quelque chose, qui a dit, mais finalement, c'est un peu pour faire perdurer notre système économique tel qu'il est. Moi, je pense que carrément, c'est un peu le cas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, à mon avis, il faudra avoir encore plus de courage pour interroger, mais vraiment dans le fond, le modèle économique dans lequel on veut aller, quoi. Et comme l'a dit très justement Inès Léonard-Noutsis ce matin, elle a dit, en fait, si on veut protéger la planète, c'est pour avoir un peu de plaisir et être dessus, parce que sinon, c'est pas pour les beaux yeux de la planète qu'on fait un truc bien. C'est vraiment parce qu'on a envie d'y vivre mieux. Et puis aussi que nos enfants, accessoirement, si on en a, ils vivent mieux. Donc effectivement, je pense que s'interroger davantage sur vraiment le système économique dans lequel on veut, est-ce qu'on veut encore un système néolibéral tel quel, comme on nous l'offre depuis toujours, et qui alimente très très nettement le numérique. Et ça, je pense que peut-être qu'on n'a pas encore vraiment prononcé, c'est-à-dire que le numérique, c'est quand même carrément super cool pour certaines industries, et puis notamment pour certains acteurs, et économiquement parlant, je dis, et notamment depuis cette fameuse série qui n'en finit pas relative au Covid numéro 19. Donc, grosso modo, là, j'ai un petit peu dévié, parce que j'avais envie de le dire, en fait. Vous avez senti peut-être que j'avais envie de m'exprimer sur ce point, vraisemblablement. Et je pense que c'est important d'interroger aussi ça, c'est-à-dire que si on parle de numérique plus responsable, avec des choses extrêmement intéressantes, hein, bien entendu, et qu'on n'interroge pas le fond du truc, je ne suis pas sûre qu'on arrive à faire des gros progrès. Même si on fait des super formations, ou même si on a des super participants à des formations qui vont être des experts après. Voilà. Ce que vous dites, la Bello, c'est que là, en fait, on peut faire du cheminement, comme l'expliquait Yann, où il faut y aller petit à petit, amener toute la structure et les collaborateurs, etc. Mais aussi, on peut retourner la table, quoi. Je pense que c'est bien de faire les deux, ouais, carrément. Exactement, c'est super bien dit, Nathalie. Je crois qu'on peut carrément faire les deux. Il ne faut vraiment pas s'en empêcher. En plus, on est quand même... on a tous envie de beaucoup avancer. Je pense que si vous êtes là, c'est le cas. Donc, si on a envie d'avancer, il faut faire exactement comme font les deux personnes qui m'entourent. Je suis très honorée de ça. Mais en même temps, il faut aussi, oui, carrément retourner la table. Il ne faut pas avoir peur et puis de dire vraiment les mots tels qu'ils sont. Enfin, on ne va pas tourner autour du pot 10 000 ans. Enfin, moi, j'ai 56 ans, j'ai pas envie de mourir comme ça, quoi. J'ai envie que les choses avancent vraiment, quoi.
Donc, faire les choses en temps et en heure, step by step, c'est évident. Avoir quelqu'un en interne, comme chez Sébastien, ça c'est carrément mais hyper bien, c'est un quasi-luxe, hein, j'ai envie de dire. Et puis continuer à se former, bien sûr. Et puis, il y a peut-être aussi cette avancée, enfin, ce cadre qui peut permettre d'avancer. Là, ça fait beaucoup plus sérieux ce que je vais dire. C'est effectivement, pourquoi ne pas se faire accompagner et vouloir se rapprocher du label numérique responsable. J'ai la chance aussi d'animer les formations, entre autres, sur cette question-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vraiment encadrer une démarche, qui peut aller vraiment dans le bon sens. Ça n'enlève pas la question dont j'ai parlé juste avant, quand même. Et justement, Sébastien, quand vous êtes mis au numérique responsable, vous avez retourné la table dans votre structure ou ça a été en cheminement? Je pense que c'est plus, je ne sais pas si on m'entend, ouais. Je crois que c'est plus un cheminement. J'aimerais pouvoir dire on retourne la table, on va changer le monde, c'est fantastique ce qu'on fait. Je crois qu'en fait on essaye juste de travailler différemment. Et j'ai la chance d'avoir une équipe vraiment remplie de convictions, hyper engagée, et qui m'a amené. Moi, c'est des convictions bien évidemment que j'ai. Je crois qu'on partage pas mal de valeurs avec l'ensemble de l'équipe. Mais c'est eux qui m'ont poussé. Et c'est notamment Lola aussi qui est dans la salle à l'occasion d'un séminaire d'entreprise qui met sur la table, qui dit il faut qu'on soit plus engagé, il faut qu'on est parti de l'interne. On a fait des choses bêtes, on a acheté un lombricomposteur, on a fait des défis écolos en interne, ramasser des déchets, des petites choses qui à la fois sont motivantes pour l'équipe et participent aussi à une culture d'entreprise. Mais tout est parti de l'équipe en fait. Voilà. Et puis effectivement, quand on s'est intéressé de plus près au sujet du numérique responsable, on s'est rendu compte que pour réinventer nos métiers, va falloir, si on voulait le faire, fallait y aller sérieusement. Et pour y aller sérieusement, on avait besoin de quelqu'un. Et c'est là qu'on a effectivement recruté Marie spécifiquement sur ce sujet, en se disant on va essayer d'inventer une méthodologie qui nous sera propre, qui va faire évoluer la façon de fonctionner notre agence, mais qui sera aussi, et on l'espère, et je dis ça sans aucune prétention, si les destinations touristiques, les OGD pouvaient s'approprier notre démarche, notre façon de faire, ça doit aussi servir à ça. Voilà. Et je tiens aussi à remercier la région qui nous soutient aussi sur cette démarche dans le cadre du dispositif TINA. Et donc on a effectivement reçu un financement aussi pour ça, et c'est ce qui nous permet d'avoir le luxe, vraiment, d'avoir une personne à temps plein dans l'équipe pour travailler là-dessus. Et c'est pas donné à tout le monde. On a une équipe encore une fois de 12 personnes. Avoir un équivalent de temps plein à l'échelle d'une TPE comme la mienne, c'est pas rien. Mais on y va à fond parce que c'est hyper motivant par l'équipe, donc c'est très positif en interne. Je pense que ça donne plutôt une bonne image de nous. Hein. Il y a un moment, je suis pas non plus complètement fou. Je sais bien que ça participe aussi à quelque chose de positif pour notre structure. Et puis surtout, on met du sens. On met du sens dans ce qu'on fait. Je pense que j'ai une équipe qui est jeune. J'ai envie que quand ils se lèvent le matin, quand ils vont bosser, ils sachent pourquoi ils vont bosser. Ils aient envie d'y aller aussi pour ça. Et je pense que ça y participe. Voilà. Donc c'est un tout. Alors là, ça a l'air tout beau, tout rose, mais il y a des hauts et des bas dans l'équipe parce que moi aussi, on fait du numérique responsable à l'Antique et c'est pas forcément la pêche tous les matins. Hein. Non, mais je suis pas le mieux placé pour en parler. Il faudrait que ce soit l'équipe qui s'exprime, mais jamais ils seront complètement honnêtes face à moi. Ouais. Où est cette exception, en l'occurrence Marie, là, où est-ce qu'elle est dans la salle? Puisque Marie, c'est l'exception Marie, de l'ETP national spécifique. On va pouvoir l'interroger, Marie. Ouais, vas-y. Elle peut se rapprocher, expliquer s'il y a des hauts et des bas ou si c'est une motivation 100% tous les matins. Bonjour. Enchantée, Marie. Je suis honorée. Voilà, pour parler de la partie opérationnelle, c'est sûr que c'est jamais tout rose. Aujourd'hui, on est des communicants et c'est vrai qu'on recherche beaucoup à être, on s'inspire énormément de scientifiques et on recherche aujourd'hui à être vraiment concret et on espère assez souvent, on fait appel à des acteurs tels que l'ADEME pour être vraiment, pour être impactant crédible, et pour être crédible et pour être tout à fait sûr de ce qu'on fait et ça c'est quelque chose d'important d'être accompagné par des personnes qui ont cette crédibilité et ces formations de base, quoi. Et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir eu la chance d'être formée par l'INR. Et ça nous a apporté beaucoup, en tout cas. Ça a beaucoup fait avancer les projets. Et j'en profite, moi, pour une question avec l'équipe. Est-ce qu'à un moment donné, ils n'en ont pas marre d'entendre vos discours Ouais, vas-y, Marie, plus tard.
En fait, c'est marrant parce que justement, j'ai eu ce genre de retour la semaine dernière. On fait beaucoup d'événements qui concernent le numérique responsable et notre démarche en général. Et en fait, je pensais que oui, je pensais qu'ils en avaient marre. Et en fait, ils sont tous assez reconnaissants. Voilà, ça fait 1 an et demi aujourd'hui qu'on a vraiment lancé cette démarche. Et on se rend compte que tous les postes sont vraiment impliqués dans la démarche de numérique responsable. Et ça fait du bien de l'entendre, et pour Sébastien, et pour moi, et pour Lola. Voilà. Super. Il faut continuer alors, j'imagine. Ouais. Merci, Marie. Merci. Et je voulais justement rebondir sur Yann, parce qu'en interne, du coup, est-ce qu'il y a des hauts et des bas aussi pour poursuivre cette mission? Oui, j'en ai parlé. Hein. Concrètement, ça avance. Ça avance. Pas aussi vite que certains voudraient, mais concrètement, je pense ce que j'ai déjà dit, ça sert à rien de bloquer le processus. C'est pas l'idée. Et finalement, c'est aussi la démarche de Néoterra globale, c'est-à-dire que effectivement, on en a parlé tout à l'heure du rapport Meadows et le binôme croissance et emploi comme étant les deux éléments fondamentaux du bien-être du pays, concrètement, PIB et taux de chômage. Et concrètement, aujourd'hui, la politique régionale, typiquement sur les tiers-lieux, c'est travailler autrement. Et ce que je voulais te dire, c'est que concrètement, même les acteurs qui pourraient, de manière caricaturale, symboliser l'esprit néolibéral, typiquement des fonds d'investissement, les fonds d'investissement aujourd'hui dans les startups, concrètement, regardent de manière extrêmement précise ce volet impact et sens, et parce que la valeur d'une société, c'est son équipe, et ils savent qu'à l'avenir, ça va être fondamental pour eux. Et ça touche les petites boîtes, mais aussi les plus grosses. Monsieur Éthique du groupe L'Oréal indique que dans le rapport annuel aux actionnaires, le cahier RSE aujourd'hui est le cahier qui est lu. C'est ce qui est le plus important parce que ça représente un risque très important pour le groupe. La manière dont ils font produire les produits, le sourcing, et ils sont eux aussi dans une démarche d'accompagnement de leurs sous-traitants, etc., et pas de sanctions. Donc, est-ce qu'on va assez vite, vu les échéances? C'est peut-être là-dessus que le débat peut se porter, mais je pense qu'il y a quand même malgré tout un mouvement de fond qui, selon les territoires, parce que c'est de cela à un moment donné dont il est question, c'est comment on articule les uns et les autres dans une logique d'économie soutenable. Et typiquement, on parlait d'actionnaires de fonds d'investissement, mais typiquement avec Scopelec, on a une entreprise, une Scope. Vous pouvez présenter Scopelec, Yann? Scopelec, alors j'y pense parce que on en a un représentant qui est là, mais concrètement, c'est aussi comment on implique l'ensemble des salariés de sa structure dans la politique menée par l'entreprise. Et dans le numérique responsable, il y a de cela aussi, c'est le partage. C'est l'accessibilité et le partage, et donc ça va aussi jusqu'à la gouvernance globalement de l'entreprise, dans la gestion du fichier client, de la gestion du CRM, bref. On peut décliner ça de manière extrêmement longue, parce que finalement c'est qu'est-ce qu'on veut faire de notre territoire demain, et du coup de notre société, ou de notre entreprise, ou de notre association, ou notre centre de formation, ou notre collectivité, et comment on articule ça avec les autres autour. Ça veut dire que faire du numérique responsable, c'est quand même avec pas mal d'acteurs. On entend Marie qui dit que se faire soutenir par l'INR ou par l'ADEME, en fait, la vraie information à retenir aussi, c'est de le faire avec beaucoup d'acteurs, finalement, et s'entraîner vers, juste pour ne pas avoir les downs et les bas, pour arrêter sur des initiatives qui, en effet, ont des fois des répercussions à court terme, de pouvoir travailler avec plusieurs acteurs, en fait, de front. Super, merci pour déjà ces retours d'expérience. Moi, je voulais faire participer le public pour voir si des questions pouvaient être posées par rapport à ces premiers retours d'expérience sur le faire du numérique.
On voit Arnaud, donc comme ça, on va enfin connaître cet Arnaud qui a été déjà nommé au démarrage de cette table ronde. Arnaud Pigné, donc de la région Nouvelle-Aquitaine. Moi, j'ai une question qui s'adresse à Sébastien. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre qu'est-ce qui déclenche l'acte d'achat chez vos clients aujourd'hui quand vous leur proposez des services numériques responsables. Est-ce que c'est le côté un peu normatif, comme évoquait Yann, c'est-à-dire un alignement qui est cohérent avec la politique RSE et qui permet de communiquer, de s'afficher? Ou est-ce que c'est des arguments beaucoup plus intrinsèques sur l'agilité que ça va donner à leur organisation, sur la valeur ajoutée qu'un dispositif numérique responsable va leur donner? Voilà. Qu'est-ce qui déclenche l'acte d'achat et sur quel élément ils sont sensibles dans l'histoire que vous leur racontez pour acheter vos services? Je suis très embêté pour répondre à cette question parce qu'en fait, on ne commercialise pas à proprement parler ce service-là, puisqu'on est dans une démarche où on travaille avec des territoires pilotes qui étaient déjà nos clients. Et on leur a proposé de s'engager dans cette démarche-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas une prestation qu'on commercialise autour du numérique responsable. Par contre, ce qu'on veut absolument intégrer, c'est un certain nombre d'outils qui sont finalement issus de tout ce qu'on fait avec les territoires pilotes, et ça, on veut l'intégrer à l'ensemble des territoires avec lesquels on travaille. Nous, notre but, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui avec 3 territoires pilotes, on le fasse avec l'ensemble de nos clients. Voilà. Donc, je ne pourrais pas dire qu'est-ce qui peut finalement leur faire... Enfin, ce que je peux dire, ce qui a pu motiver ceux qui travaillent avec nous, les territoires pilotes, c'est qu'ils déjà ils ont compris qu'on arrivait avec une approche sérieuse, ou en tout cas qu'on n'allait pas faire du... Parce que nous, on est des communicants, donc rapide... Enfin, je suis sûr qu'au début Enfin, j'espère vous avoir fait changer de point de vue, mais je suis sûr qu'au début, quand je me suis présenté, vous étiez directeur d'une agence de communication, on va partir dans du greenwashing. J'espère que vous ne le pensez pas, ou moins en tout cas, voilà. Mais en tout cas, non, ce que je veux dire, c'est qu'on essaie d'y aller sérieusement. Et ça leur parle. Et ensuite, on s'adresse à des territoires qui ont déjà des engagements de terrain, donc qui sont déjà engagés dans une démarche de tourisme responsable. Et encore une fois, je ne me verrai pas aller dans cette démarche-là auprès de territoires qui sont pas du tout dans cette démarche. Voilà. C'est ma réponse. Elle peut pas être plus on peut en reparler dans 1 an peut-être, ou dans 2 ans. Super, merci. Une autre question dans le public ? Moi, j'en ai des questions pour nos intervenants. Peut-être pour répondre à Arnaud, une entreprise qui envoie plusieurs millions de mails par jour a indiqué que dans sa démarche commerciale, aujourd'hui auprès de clients, elle lui mettait sur papier le nombre d'octets de moins qu'ils allaient pouvoir... enfin, la baisse qu'ils allaient pouvoir occasionner en prenant leur solution par rapport à une autre. Et donc, ils ont eu une démarche R&D pour savoir concrètement comment diminuer le poids. Alors, ils ne sont pas dans une logique de ne pas envoyer le mail, mais en tout cas, voilà, il y a ce type de démarche commerciale parce que leurs clients ont besoin de consolider au terme de l'exercice concrètement leur bilan carbone. Et cet élément-là est un élément croissant, un poids croissant dans leur bilan. Je ne vois pas d'autres questions, donc je vais poser la mienne. Il n'y a pas de frontière entre le professionnel et le personnel, enfin en tout cas c'est moi ce que je pense. On est tous très liés dans son milieu professionnel d'autant que son personnel. J'aimerais à vous 3 vous poser la même question. Quel est votre premier acte numérique responsable sur lequel vous êtes fiers et que vous avez mis en place et qui se maintient? Yann, on y va? Moi je crois que comme tous les Français, j'avais soigneusement stocké tous mes vieux smartphones au fond d'un tiroir. Voilà, donc je les ai remis dans le bon circuit. Et du coup, ce que j'ai failli vous tutoyer, ce que je voulais indiquer, c'est que dans ma vie personnelle, en fait, je mesure l'évolution de l'éducation qui a été faite du coup à mes enfants et de leur sensibilité à ces sujets-là. Et donc à prendre en compte aussi parce que ils seront vite adultes et sur le marché du travail et j'ai l'impression qu'ils ont une approche qui est quand même beaucoup plus forte et pour le coup dans toutes les dimensions du numérique responsable, y compris la mixité, la diversité, l'égalité hommes-femmes et alors le développement durable. C'est vrai que le terme je pense est à proscrire parce qu'il associe 2 choses qui sont compliquées à associer, mais concrètement, ils voteront différemment de ma génération, je pense, globalement.
On en reparlera dans l'avenir, en effet. Bella, premier, après vous avez 15 ans de numérique responsable derrière vous. Je crois qu'il... Ah, si, quand même. Moi, j'ai envie de tricher, j'ai envie de dire 3 trucs, je peux ou pas? Sans problème. Toujours plus, c'est bien. C'est pas pour parce que j'ai le melon, c'est simplement que je suis assez fière de ça. Mais non, très modestement, moi, je ne suis pas connectée en mobile. C'est-à-dire que j'ai un téléphone qui me sert à téléphoner et à envoyer des SMS. Je refuse depuis quelques années. Alors, ça n'a c'est pas beaucoup d'impact environnemental, mais tout simplement, c'est pour avoir la liberté de me déplacer sans être obligée d'être connectée. Donc, je suis très contente parce que je me sens un peu une femme libre de ce point de vue-là. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je rejoindrai Yann. C'est-à-dire que je suis assez contente aussi du résultat par rapport à mes enfants qui ont 21 et 18 ans. Donc, c'est un peu la tranche d'âge quand même assez complexe parfois. Et en fait, je suis très très contente parce que aussi, c'est pareil, ils ont une espèce de liberté comme ça et de rapport extrêmement sain avec la technologie. Donc ça, c'est bien. Puis en plus, ils sont hyper politisés, donc c'est encore mieux. Et puis la troisième chose, c'est le fait que je n'ai pas depuis peut-être 15 ans, moi je travaille sur ce sujet depuis une dizaine d'années, mais même avant, je le faisais, je n'ai pas acheté de trucs neufs depuis fort longtemps, en tout cas en termes de technologie. Et je m'interdis de faire ça, quoi. Parce que je n'ai pas beaucoup de besoin de toute façon en ce terme-là. J'ai besoin de beaucoup d'outils, mais que je trouve tout à fait facilement dans le cadre de ce qui est proposé. Voilà. Donc du coup, voilà, dans ce sens-là. Oh, super, on a des actes qui vont me donner envie. On veut savoir ceux de Sébastien. Bon, moi, ma plus grande fierté, ça reste ce qu'on fait à l'échelle de notre société, parce que c'est là où on est le plus impactant. À titre perso, je pense que j'ai pas mal évolué dans ma relation toxique avec mon téléphone, mais malgré tout, il est toujours... Vous le regardez, oui. Mais par contre, il y a un truc qui a changé vraiment, c'est que je fais beaucoup de montagne, et qu'avant, j'utilisais une appli qui s'appelle FatMap, qui est une appli fantastique qui permet de connaître le moindre passage au moindre endroit et de pouvoir... Mais j'avais perdu un peu de saveur à mes sorties, où je me perdais plus, en fait. Je faisais plus appel à mes sens, à regarder un peu ce qui se passe autour de moi, etc., pour me guider. Et du coup, je m'interdis d'utiliser, quand je pars en montagne, j'ai mon téléphone par sécurité, mais je suis en mode avion et je m'oblige à moins le sortir tout le temps pour faire des photos en permanence aussi. Et donc voilà, j'essaye d'être un peu moins addict à mon smartphone. À l'utilisation. Ouais, très intéressant. Merci beaucoup pour ces retours d'expérience pro et perso. On peut prendre une dernière question si vous voulez, avant de passer à la suite de cette belle journée innovation et numérique responsable. Vous avez tous faim, hein, comme nous. On va y aller alors. Merci beaucoup. Est-ce que je peux juste me permettre une dernière chose? Demain matin, 9h, donc Marie et Lola font un retour sur effectivement toute la démarche. Elles vont rentrer dans le détail technique de ce qu'on met en place, etc. Donc si la démarche vous intéresse et si vous voulez voir qu'on est vraiment dans du concret, elles en parlent donc demain à 9h. Voilà, c'est la petite... Super, il a anticipé. Voilà. Merci Sébastien. En effet, on vous invite déjà à poursuivre la journée ici avec nous à Estia 3 dans le Sentier des Solutions pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, pour trouver et au moins parler avec des porteurs de projets qui ont tous attaqué des sujets, des initiatives, comme vous dites Bella, numériques responsables. Et vous avez également des ateliers à 14h sur l'étape de l'innovation Novac. Et puis on vous invite en effet à poursuivre ce retour d'expérience pour vous donner envie d'agir et de faire du numérique responsable avec 25 webinaires qui ont été programmés demain. Donc dans le cadre de ces journées innovation et numérique responsable, vous avez toutes les informations sur les sites internet des organisateurs qui sont Antique Pays Basque et ADI Nouvelle-Aquitaine. Merci à tous. À très bientôt pour nos partages de projets numériques responsables et merci de votre attention.